Bonjour et bienvenue à la tribune TVHR. J'aimerais d'abord, avant d'accueillir ma première invitée, remercier les 4 candidats aux élections fédérales du 28 avril qui se sont prêtés au jeu de l'entrevue ici à l'émission La Tribune TVHR. C'est une preuve que la démocratie est saine et surtout, ça démontre le respect que ces candidats ont pour les électeurs du comté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Donc, merci à ces 4 candidats et bonne fin de campagne pour ces personnes. Et parlant justement de démocratie, il y a également les candidats aux élections municipales qui ont été invités, qui ont accepté les entrevues qu'on leur propose. Et ça aussi, c'est un signe du respect que ces candidats ont pour la population de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ma première invitée est justement une candidate sortante et elle se présentera pour la coalition Éric Latour dans le district 6 et Notre-Dame-de-Lourdes Saint-Gérard-Ouest. Il s'agit de Mme Patricia Poisson. Mme Poisson, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bon, vous vous êtes présenté, en fait, vous souhaitez, je pense, obtenir un 4e mandat. Exact. Vous avez été indépendante, vous êtes présenté pour d'autres équipes. Cette fois-ci, vous vous présentez au sein d'une équipe, la coalition Éric Latour. Pourquoi? Parce que vous auriez pu rester indépendante, vous auriez pu, parce que votre comté, vous le connaissez bien, c'est un district où vous êtes bien implanté. Pourquoi vous présentez avec la coalition Éric Latour? Bien, je vous dirais que pourquoi je suis allée avec Éric Latour, c'est que c'est une personne que je connais bien à la base et que c'est une personne qui a le monde a répété leadership, mais il a du leadership. C'est quelqu'un qui est capable de prendre le dossier en main, qui est capable de mettre point sur table, d'analyser. C'est un gars qui est capable d'analyser les dossiers avant de prendre une décision. Pour qu'elle soit éclairée, sa décision, il va vraiment prendre le temps de regarder et de faire en sorte de prendre la meilleure décision possible. C'est quelqu'un également, en tout cas, très organisé, structuré. C'est un gars qui sait où il s'en va, ses affaires sont bien faites, sont organisées. Il a su ça aussi s'entourer. Ça, c'est un bon leader. Un leader est capable de s'entourer pour pouvoir bien déléguer. Puis ça, c'était aussi une des forces d'Éric Latour. Puis si on regarde l'équipe également, on a une bonne équipe avec des talents diversifiés qui fait en sorte que je pense qu'on va être capable de bien répondre aux besoins de la population. Donc, c'est important pour vous là, de vous présenter au sein d'une équipe pour l'élection qui s'en vient? Pas nécessairement important, mais c'est parce que je crois en Éric Latour Okay. et je crois en cette équipe-là. Fait que c'est pour ça que je me suis joint à eux. Bon. Je le mentionnais, donc vous souhaitez obtenir un 4e mandat. Qu'est-ce qui vous amène encore? Comment expliquer encore que vous avez la flamme là, pour la politique municipale? Moi, j'ai 2 passions dans la vie. Fait que c'est la politique et je suis en enseignement également. Fait que je suis chanceuse d'avoir 2 métiers encore qui me passionnent après toutes ces années. Moi, je suis née dans la politique. Mes parents se sont toujours occupés de politique. Mon père a été conseiller municipal également dans le même secteur pendant 15 ans. Alors, moi, j'ai pris la relève quand il a pris sa retraite. Alors, puis d'aider les gens, j'ai toujours fait du bénévolat depuis que j'ai 16 ans que je fais du bénévolat. Et c'est un peu ça aussi, conseiller municipal. Encore ce matin, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné parce qu'il y avait une problématique avec sa résidence. Alors, c'est moi qui fais le pont avec l'hôtel de ville pour savoir à la bonne porte où cogner, puis pouvoir que la solution arrive le plus rapidement possible. Alors ça, moi, je trouve ça très enrichissant. Il faut regarder le côté positif. Il y a du négatif dernièrement avec les réseaux sociaux et tout ça, mais je pense que ça n'atteint pas encore, moi, le niveau de positivisme que ça l'apporte. Mais ça, il faut essayer de se soustraire de ça le plus possible. Exactement. Puis c'est pas à Patricia Poisson souvent que les gens vont écrire quelque chose. C'est le rôle à la personne qui est là en avant, là, tout simplement. Bon, je connais un peu le district. J'y ai demeuré il y a plusieurs années, mais je connais quand même un peu le district. Et quand j'ai vu ça, bien, c'est une bonne chose parce qu'il y a un secteur névralgique dans votre district. C'est tout le secteur, le Plaza, Grand Bernier. On va y installer un feu de circulation. Et ça, je pense que c'est une bonne décision parce que la sécurité, là, ça pouvait être dangereux souvent pour parce qu'il y a une école tout près. Le parc NDL aussi, qui est un parc de secteur, que district, fait que c'est qui est bien garni. Et effectivement, puis moi, écoute, quand je suis rentrée, il y a 12 ans, une de mes premières demandes a été un feu de circulation au coin de Plaza et Grand Bernier.
12 ans plus tard, on y arrive. Alors, on a travaillé avec le MTQ. Les plans et devis et au niveau professionnel devraient, s'ils ne sont pas partis, vont partir sous peu. Et la lumière devrait être faite en 2026 là, pour la sécurité. Moi, tout ce qui est la rue Plaza, avant, elle n'était pas, je ne sais pas si vous avez été dans le secteur, maintenant, elle est lignée. Oui. On a des atténuations aussi de vitesse, comme des bacs à fleurs. On a des poteaux aussi, des bollards pour ralentir la circulation. On a mis aussi des affichages, pour que les autos ne stationnent pas pour pouvoir faire des virages en U et tout ça. Ça, je suis très fière de cette réalisation-là parce que ça a beaucoup, beaucoup sécurisé les colonnes de parce qu'il y a beaucoup de circulation au lot, parce que c'est un accès direct au parc industriel. C'est une route de camionnage aussi, la 219, parce que le Grand-Bernier, c'est la 219, la continuation. Voilà. Ouais. Bon, vous parliez du parc NDL. Il y a eu la réfection du parc au cours de votre dernier mandat, je pense. Oui. Puis, on a les parcs dans mon secteur, je vous dirais qu'ils sont très, très bien garnis. Le dernier qui a été fait à ma demande, c'est le parc de la Canadienne qui touche en arrière le parc, les rues Victor-Bourgault et Antoine Coupal. Je vous dirais que j'ai travaillé très fort avec le service de la culture et des loisirs avec la direction générale pour devancer le projet parce que le parc ne devait pas être fait avant automne 2025 et il a été fait en automne 2024 pour nos enfants du secteur que je pense que c'est un besoin. Puis, je vais juste faire une parenthèse sur ce parc-là. Ce parc-là a été fait aussi, vous avez remarqué, il n'est pas comme les autres parcs dans la ville. C'est un parc qui est fait avec du bois, beaucoup de structures de bois, pour faire un rappel au parc des Parulines qui est à côté, qui est une aussi des réalisations que j'ai effectuées. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais mentionner. C'est un parc parce que le parc des Parulines, je le fréquente beaucoup parce que ma mère demeure tout juste à côté. C'est agréable d'aller se promener là. C'est un magnifique parc et de s'en inspirer pour ce parc-là, je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Donc, l'accessibilité des parcs. Il y a aussi la livraison. Bon, on en parlait. Donc, vous avez parlé qu'il y a beaucoup de parcs dans votre secteur. Vous avez rendu, je pense, ces parcs-là beaucoup plus accessibles aussi à la population. Oui, parce que dans mon dernier, pas le mandat que je viens de faire, mais dans la dernière année de mon deuxième mandat, on a refait le parc des Spirés, on a refait le parc de rue Claude et on a fait également le parc Marcel Bernard sur la rue Wilkinson. Et tous ces parcs-là, maintenant, ont des tables pour accessibilité. On a des balançoires accessibilité aussi pour les enfants. On a la balançoire pour adultes au parc NDL aussi, qui est accessibilité, qu'on peut y aller avec une chaise roulante. Alors, moi, je travaille à la ville, je dirais, depuis que je suis élue. Je suis sur le comité accessibilité universelle. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, quand on fait des choses comme ça, je trouve que c'est important d'y tenir compte pour nos enfants puis les personnes qui sont à mobilité réduite. Pour revenir au parc NDL, ça a été soulevé ici lors d'entrevues précédentes. On souhaiterait peut-être diversifier l'offre sportive au parc NDL. On souhaiterait installer un parc de pickleball, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que vous y songez? Est-ce que c'est dans les plans? Bien, je vous dirais que le parc NDL, vous le connaissez. Oui. T'sais, on a un parc de gym, on a un tennis, on a un baseball, on a une patinoire 4 saisons, on a des modules, on a des jeux d'eau. Fait que je pense que, quand même, les services sont bien garnis, là. La seule chose, le pickleball, sur le terrain de tennis, c'est non. Parce que c'est un terrain très utilisé par les joueurs de tennis. Moi, il y a toujours des gens quand je vais là, tout le temps. Alors ça, je pense qu'il ne faut pas. Mais sauf que la ville, on a fait quand même un secteur de pickleball avec plein de terrains. Alors, ça, c'est une belle réussite de la Ville de Saint-Jean parce que c'est un sport qui est en effervescence. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de le faire dans la patinoire 4 saisons? Moi, je pense que en voyant moi, je pense que ça prendrait une analyse, voir si la patinoire est utilisée ou pas. Si la patinoire est peu utilisée l'été, je pense que ça pourrait être une bonne option. Bon. Pour un prochain mandat, vous souhaitez vous attaquer, je pense, à la réfection de plusieurs rues, là, notamment dans le quartier Saint-Gérard, qui est dans votre district. Exactement. Puis, je pense que moi, ça serait juste des réfections comme la rue La Rochelle, le boulevard Normandie. D'Auteuil, on en a fait une partie. Si on va se promener, là, il y aurait du travail à faire de ce côté-là. Moi, puis c'est sûr, la lumière qui s'en vient. Puis aussi l'urbanisation du Grand-Bernier. Le Grand-Bernier, on va le faire aussi Pierre Caisse, rendre ça avec une mobilité réduite. Parce que si on s'en va, si on part de Notre-Dame-de-Lourdes,
puis on veut s'en aller vers le Walmart, exemple. Bien là, à ce moment-là, il n'y a plus de trottoir, il n'y a plus de piste cyclable et tout ça, et c'est très dangereux. Oui. Alors ça, on est dans la table à dessin, comme on dit, avec le MTQ, pour travailler ça, pour que ça soit fait, là, j'espère, dans mon prochain mandat, que ça soit réalisé. Bon. Dans un autre dossier, pour la ville de Saint-Jean, là, vous aimeriez, je pense, créer là, ce qu'on appelle un service à la clientèle là, qui est relatif au développement économique. Peut-être nous expliquer un peu ce que c'est. Bien, c'est parce qu'on regarde, je me suis informée, puis dans d'autres villes, ça existe aussi. Si on prend un promoteur, OK, qui arrive ici à Saint-Jean, puis on en a des promoteurs aussi à Saint-Jean, qui veulent faire un développement résidentiel ou de multilogement, pourquoi ne pas l'accompagner, cette personne-là, directement? Puis, favoriser aussi les étapes à suivre. Parce que, tu sais, c'est pas comme si on veut réparer notre balcon arrière de la maison. Là on parle, de revenus de taxes aussi. On parle de développement. On dit qu'on en manque du logement. C'est une des priorités avec l'équipe de la coalition Éric Latour. Bien, je pense que si on facilite les choses. Et voilà, excusez. Bien, à ce moment-là, bien, je pense que ça pourrait favoriser aussi les développeurs à venir, puis de rendre des projets concrets plus rapidement. Mais la levée du moratoire va aider ça, de toute façon. Exact. Mais même si la levée du moratoire est là, dans Saint-Eugène, en ce moment, tant que les infrastructures ne seront pas refaites ou qu'on n'ajoutera pas du pompage, on ne pourra pas développer, même si le moratoire est élevé. C'est assez clair. Oui. C'est ça. Vous avez présidé 3 comités, l'urbanisme, accessibilité, circulation. Qu'est-ce que vous retenez là, de votre expérience dans ces 3 comités? Bien, l'urbanisme, ça fait longtemps que je siège là, puis ça, j'aime beaucoup ça, parce que là, c'est vraiment qu'on aide les gens, parce qu'on est, tu sais, qu'on connaît pas ça aussi. Monsieur tout le monde connaît pas ça. Puis même moi, quand j'ai commencé comme conseillère, j'étais pas urbaniste, tu sais, on apprend tout ça. Fait que ça, je pense qu'il y a des beaux projets qui vont s'en venir bientôt à Saint-Jean, en tout cas, mais ça va être à venir. Au niveau comité circulation, c'est quand même... bien, je suis la présidente. Et quand j'ai été élue à mon dernier mandat, j'avais visé les conseillers. Bon, si je m'en vais à la présidence du comité de circulation, moi, je veux le 40 km dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on m'avait donné le OK. Et le 40 km a été fait de façon très rapide. Je pense que c'est apprécié. Mais je tiens à souligner quand même que c'est pas juste le 40 km qui va faire en sorte qu'il va y avoir une réduction de vitesse dans les rues. Ça prend des mesures d'atténuation. Puis on travaille là-dessus en ce moment. Fait que quand une rue est analysée, on voit la vitesse qui circule, le nombre de voitures. Puis après, on met des bollards, on peut mettre un dos d'âne allongé, des choses comme ça. Puis ça, je veux qu'on continue à travailler ça pour ralentir la circulation dans nos quartiers résidentiels. Tu sais, pas sur Grand-Bernier, Saint-Jacques, c'est pas là la problématique. C'est pas là que les gens se plaignent non plus. Non, c'est ça. Puis aussi, on a finalisé au niveau de la circulation du plan directeur des pistes cyclables. Alors là, ce qui fait que le plan il est déjà fait pour que tout soit relié et que ça soit en fonction. Là, il faut juste travailler vraiment concrètement pour le mettre sur le plancher. Là. Bon. En terminant, comment vous voyez Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 4 prochaines années si vous êtes réélu au conseil? Bien, moi, j'ai la ville tatouée sur le cœur. J'y suis née. Je suis née dans mon secteur. Je réside dans mon secteur. Et je pense que Saint-Jean, faut travailler en sorte, il faut faire attention aux dépenses. Il va falloir... Puis, tu sais, on dit on paye des taxes. Moi aussi, j'en paye des taxes. Puis, il faut faire attention à notre compte de taxes que le citoyen. Puis, surtout, en ces temps-ci où c'est plus difficile, hein? Puis, l'économie est incertaine aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je pense que ça, il faut faire ça. Puis, je pense qu'il faut travailler aussi pour le citoyen et avec le citoyen. Quand on a des projets, des fois, d'aller les consulter, bien, je pense que c'est une bonne chose, c'est parce qu'on a l'aval, puis après ça, bien, on a aussi l'acceptabilité sociale pour nos projets. Mme Boisson, merci beaucoup. Bien, merci à vous, c'est un plaisir. Et puis, bonne chance pour l'élection qui s'en vient au mois de novembre. Merci, c'est gentil. On fait une pause et on vient tout de suite après. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique
et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Samedi prochain, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va organiser une journée porte ouverte pour visiter les installations de la station d'épuration des eaux usées. Et pour nous en parler, on a M. Sébastien Marquis, qui est chef de division assainissement au service des infrastructures et de la gestion des eaux pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Marquis, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi d'abord la ville de Saint-Jean organise, c'est annuel, là, cette activité de porte ouverte pour visiter la station? Bien, en réalité, c'est une continuité avec les portes ouvertes de l'année passée à la station de traitement de l'eau potable. Donc, on faisait le boucle, le chemin de l'eau en réalisant cette année, le 26 avril, les portes ouvertes de la station d'épuration des eaux usées cette fois-ci. Donc, c'était une belle continuité, puis aussi l'occasion de montrer à la population les investissements qui ont été faits. Depuis le début, depuis 2017, parce qu'en 2017, on avait aussi réalisé des portes ouvertes. Ouais. Donc, de 2017 à aujourd'hui, il y a des équipements principaux qui ont été remplacés. Donc, c'était l'opportunité pour nous là, de montrer à la population les investissements qui ont été apportés. Puis aussi, c'est un moment pour la population de nous visiter. Puis, en fait, pour qu'on puisse discuter aussi de l'environnement au bénéfice de la rivière Richelieu. Oui, c'est ça. Donc, les gens pourront voir la mise à jour qui a été faite là, au niveau de la station d'épuration. Comment ça va se dérouler, cette journée-là? Là? Ça va être particulier. Je pense que c'est un parcours là, que les gens vont pouvoir faire. Peut-être nous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Oui, bien exactement. C'est un parcours. Donc, c'est un parcours libre. Donc, il va y avoir une douzaine de kiosques. Puis chaque kiosque va traiter d'un sujet en particulier. Donc, on débute avec le réseau d'égouts, donc tout le système de collecte dans les rues, dans la ville, avec les postes de pompage. Par la suite, les gens vont entrer dans la station pour voir le pré-traitement, donc le système de dégrillage, le système de dessablage. Par la suite, on parle de la décantation. C'est le système le plus important, donc c'est dans ces bassins-là qu'on ajoute du coagulant, du polymère pour faire précipiter les matières polluantes. Ensuite, on a le procédé de désinfection. Les gens vont aussi visiter le laboratoire d'analyse. Donc, il y a beaucoup de contrôle qui est fait à ce niveau-là. Il y a aussi le système de déshydratation des boues. Fait important, cette année, il va y avoir un kiosque aussi pour le métier, pour promouvoir le métier d'opérateur en traitement des eaux. Comme dans nombreux domaines, on a une pénurie de personnel. Ouais. Donc, il va y avoir un kiosque là, qui va promouvoir le métier avec des faits intéressants sur les tâches qu'ils doivent exécuter à tous les jours. Donc les gens vont découvrir un peu le travail et ce qui est fait par la Ville pour justement là, traiter les eaux usées, parce que c'est... Bon, évidemment, on voit l'usine, mais on ne sait pas trop comment ça se fait, mais là, les gens vont pouvoir concrètement voir le travail qui est fait derrière tout ça. Là. Oui, exactement. Bien, c'est un service qui est quand même essentiel. Oui, tout à fait. Qui est caché de la plupart du monde, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent des questions, évidemment. Donc, c'est une chance pour la population de venir voir tout le travail qui est accompli pour l'assainissement des eaux usées. Donc, toute l'équipe va être présente, puis on a bien hâte là, de recevoir les citoyens pour leur montrer notre travail. Donc, on est enthousiaste. J'expliquerai en fin d'entrevue là, comment les gens peuvent faire pour justement là, s'inscrire pour la visite. Oui. Mais concrètement, là, si on regarde ce que la station fait, là, la quantité de déchets qu'on traite par année, je pense que c'est important, c'est énorme. Bien, en fait, la station d'épuration traite en moyenne 21 millions de mètres cubes
d'eau usée par année. Donc, on collecte environ 11 000 tonnes métriques de boues déshydratés annuellement. Ces boues-là sont valorisées en champs agricoles. Fait important aussi, juste au laboratoire interne et externe, on réalise 14 000 analyses d'eau par année, donc pour contrôler les divers paramètres. Donc, les opérateurs de la station participent grandement à la réalisation de ces analyses-là qui leur permettent de contrôler le traitement, mais aussi d'envoyer des rapports au ministère de l'Environnement qui sont requis à tous les mois là, pour le respect des normes de rejet. Bon, on l'a dit tantôt, il y a eu une mise à jour de la station depuis 2017. Qu'est-ce qu'on a fait comme mise à jour? Et surtout, est-ce qu'on a constaté un changement dans le traitement qu'on doit faire pour les eaux usées? Bien, en réalité, c'est une mise à niveau d'équipement. On parle des équipements de dégrillage. Donc, on a construit un 3e canal de dégrillage pour permettre le passage d'une plus grande quantité d'eau. Par la suite, le système de désinfection a été remplacé en 2020. Donc, c'est un système qui est maintenant plus performant, plus automatisé, donc qui permet l'atteinte d'un nombre de rejets qui est plus élevé. On a le système de déshydratation des boues aussi, donc la capacité a été doublée. Donc, l'équipement est beaucoup plus volumineux, mais est en mesure de traiter une plus grande capacité de boue pour le long terme. Bon. Est-ce que les gens vont pouvoir constater sur place le genre de produits qui peuvent affecter l'environnement? Là? Parce qu'évidemment, on en parle beaucoup, on veut protéger l'environnement, mais il y a sans doute des produits qui sont néfastes, qu'on utilise à tous les jours, mais qui n'aident pas nécessairement la situation. Est-ce qu'on sera à même de constater ça? Oui, tout à fait. Bien, c'est un parcours qui se veut un peu éducatif. Ouais. Donc, les gens vont pouvoir poser leurs questions, parler d'environnement, mais aussi, on va avoir un kiosque dans le parcours qui traite sur la prévention des réseaux. Donc, le sujet, c'est toujours d'actualité. Le fait de l'usage de la toilette, ne quoi pas jeter dans les toilettes. Donc, c'est un message qu'on véhicule toujours. Donc, à titre d'exemple, les produits d'hygiène, ne pas les mettre à la toilette, à la poubelle, les cheveux aussi. Les médicaments périmés, c'est de les rapporter à la pharmacie. Donc, on a un kiosque qui est dédié finalement à la prévention des réseaux d'égouts. Puis, ça nous donne un gros coup de main aussi du fait que ces matières-là peuvent être colmatants pour les systèmes de pompage. Ça peut bloquer des pompes, puis ça peut faire en sorte que les travaux publics interviennent plus fréquemment dans les réseaux pour des blocages de réseaux. Okay. Bon. Mais est-ce que vous sentez que les gens sont plus conscientisés à ce fait-là au fil des ans? Parce qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Est-ce que vous sentez que les gens sont plus conscientisés? Oui, tout à fait. Bien, je pense que le message est important, mais aussi, on voit certaines améliorations. N'empêche que c'est un message qui est toujours bon de rappeler. Oui. Puis, encore aujourd'hui, on voit des problématiques de réseau là, qu'on veut améliorer. Bon. Lorsqu'on a fait la mise à niveau, là, pour revenir à ça, est-ce qu'on a constaté des choses ou un état de la situation qui amenait à une amélioration du système, ou c'est simplement une mise à niveau? Bien, c'est une mise à niveau, mais dans la mise à niveau, on prend l'opportunité aussi d'augmenter les capacités. Donc, pour répondre aux besoins futurs, entre autres le dégrillage que j'ai parlé, la désinfection puis la déshydratation. Parce que la ville grossit aussi. Exactement. Donc, en population. Donc, on a des projections, évidemment, d'augmentation de capacité de charge. Donc, lorsqu'on remplace des équipements, c'est des équipements qui sont plus performants, qui sont capables aussi d'opérer puis de répondre aux besoins durant les 25 à 30 prochaines années. Bon. Concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour améliorer la situation dans le quotidien? Bien, c'est toujours l'usage, je reviens toujours à ça, c'est l'usage de la toilette. Donc, tout ce qui n'est pas, à vrai dire, la soie dentaire, les produits d'hygiène féminins, puis les autres matières, les restants de table, tout ça doit être soit jeté à la poubelle ou sinon compost pour ce qui est des matières résiduelles de table. Donc, puis ça, c'est au bénéfice de tous. Donc, on le voit à la station, les équipements se comportent mieux, on a moins de problématiques d'opération, puis aussi pour les postes de pompage. Donc, bon. Oui. Ça a été fait l'année dernière, ça a été fait aussi il y a quelques années. Comment les gens reçoivent ça là, lorsqu'ils arrivent? Est-ce que j'imagine qu'il y a une espèce de sentiment, une impression là, de « wow » parce qu'on
on s'aperçoit finalement là, tout l'équipement, ce que ça prend, le personnel pour réaliser tout ça. Là. Oui, bien exactement. Il n'y a pas grand monde qui sont au courant, qui sont au fait de tout le travail qu'on fait, de tous les équipements requis pour traiter les eaux usées. Donc, la station est quand même en vue, en bordure de l'autoroute 35. Mais c'est une grosse boîte noire que les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en ouvrant les portes, bien évidemment, là, tous les citoyens qui sont intéressés peuvent venir nous visiter. Puis ça va nous faire plaisir là, de partager notre savoir, puis aussi de leur montrer le travail qui est fait à la station. Vous parliez de personnel tantôt. Il y a combien de personnes qui travaillent à l'usine? Donc, en tout, on est environ 16 personnes, donc qui prend en charge la station, mais aussi les postes de pompage. Donc, il y a des employés qui sont sur le réseau, d'autres à l'intérieur de la station. Donc, c'est une équipe là, qui travaille à temps plein. C'est ça, parce qu'il y a l'usine, mais il y a les postes de pompage qui envoient tous les eaux usées vers l'usine. Il y en a combien de postes de pompage? Bien, il y a 35 postes de pompage. Il y a environ 120 pompes sur le réseau qui dirigent les eaux usées en direction de la station. Donc, ça fait quand même beaucoup d'équipements à entretenir, à réparer. Puis à suivre aussi. Donc, chacun des ouvrages est visité 1 à 2 fois par semaine. Donc, pour de la maintenance ou pour simplement s'assurer que tout fonctionne bien. Oui, c'est ça. Donc, pour situer les gens, là, la station qui est située au 400 Avenue du Parc, là, le long de l'autoroute 35, les gens doivent s'inscrire au préalable là, sur le site de la ville. C'est très simple de s'y inscrire. Puis c'est samedi prochain de 9h à 15h30. Les gens pourront donc poser des questions. Vous serez là pour répondre aux questions des gens. Et je pense que c'est un exercice, je pense que les gens doivent faire au moins une fois pour constater justement le travail qui est fait en ce niveau-là. Oui, exactement. Puis en plus, cette année, une nouveauté, il va y avoir une murale sur le fil de l'assainissement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant avant la mise en service en 1997, la station n'existait pas. Donc, c'est quand même pas très loin en arrière. Puis avant cette date-là, les eaux usées étaient déversées à la rivière. Donc, on a fait un montage photo avec des textes intéressants pour expliquer le cheminement de la ville avec l'assainissement des eaux usées. Donc, c'est une nouveauté intéressante là, à visiter. Bien, M. Marquis, merci beaucoup. Puis on invite les gens donc samedi prochain là, pour la porte ouverte de 9h à 15h30. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.